français, qui est le syndicat comment dirais-je, je sais pas, aidez-moi là, de l'ouverture, et en même temps le syndicat qui a bien voulu aider les associations, même si elles n'ont pas les mêmes objectifs maintenant. Alors, je remercie aussi l'association Un Passé Trop Présent, qui s'est toujours investi dans les activités de sensibilisation, de communication sur les questions de l'esclavage. Maintenant, moi je suis là, je me nomme Boubacar Ndim, je viens du Mali, je représente la coordination contre l'esclavage et ses séquelles, qui est une des grandes coordinations, une plateforme d'organisation, d'associations qui ont les mêmes objectifs. C'est-à-dire les objectifs sont tous les mêmes. Éradiquer l'esclavage partout où il sévit. Donc maintenant, je vais faire l'économie de tout ce que le professeur Guéno a dit, parce que lui c'est un historien, nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des jeunes militants. À ma droite, c'est le grand militant de tous les temps, M. Hanoun Diko, qui vient de la Mauritanie, qui est aussi membre de cette coordination, que je vous invite à adhérer aussi. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu ce qui se passe dans le Sahel. Vous savez, le Sahel, c'est une zone qui est désertique, qui est composée de certains pays, mais tous les pays du Sahel ne sont pas touchés par l'esclavage qui révèle d'une autre forme. C'est-à-dire l'esclavage qui sévit aujourd'hui dans le Sahel, l'esclavage qui est un peu contemporain, l'esclavage qu'on dit esclavage par ascendance. Maintenant, c'est cette forme qui s'est transformée et qui se retrouve aujourd'hui dans une partie du Sahel. Ces dernières années, nous avons vu quand même des images, des atrocités de ce qui se passe au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, au Niger, dans des parties aussi au Tchad et au Burkina Faso. C'est un esclavage qui est basé sur le statut et qui est héréditaire. Ce n'est pas l'esclavage que les gens pensent. C'est-à-dire c'est un esclavage qui est héréditaire. Donc les gens, ils naissent esclaves de père et de mère. Ça, c'est la définition classique. Donc du coup, les communautés qui sont touchées par cet esclavage, c'est les communautés soniquées, les communautés Peul, les communautés Mor, les communautés Touareg, les Hausa, et ensuite d'autres communautés. Mais les majoritaires, c'est les communautés soniquées, Mor et Touareg. Et ensuite Peul. Donc du coup, maintenant, ces dernières années, nous avons vu ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu des gens qui ont été lynchés. Je ne sais pas si les images ont été postées. Je pense qu'ils peuvent comment dire, dérouler les images. Donc du coup, maintenant les causes même de ce phénomène, c'est quoi? Il y a d'abord des causes économiques. Il faut que les gens sachent que c'est des causes économiques qui ont poussé des gens à aller dans l'esclavage, parce qu'on les exploitait à faire des activités sans rémunération, à faire des activités sans reconnaissance. Donc du coup, il n'y avait pas un statut, il y avait juste des classifications sociales dans toutes les communautés. Toutes les communautés aussi, il y avait des autorités coutumières, il y avait une classification sociale adaptée à toutes les... on va pas vous montrer les images. C'est une décision donc, que nous prenons parce qu'elles sont vraiment très violentes. Ok. Voilà. Vraiment que tu expliques vraiment parce que tu le dis, mais c'est vrai qu'à le voir, c'est... Ah, ok. Donc, on décide de ne pas vous montrer les images parce que c'est vraiment très 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 violent. Mais voilà. D'accord, je respecte votre décision et c'est tout à fait normal aussi. C'est des images très sensibles. Pas d'indignation. Pas d'indignation. Je sais pas, il y a des responsables, voilà, mais c'est... Nous avons des responsables ici. Ils peuvent visionner les images et nous dire si on peut les passer ou pas. À voir. Après, c'est la réalité de ce qu'est l'esclavage. Enfin,
la réalité de ce que les gens subissent quand ils se battent contre l'esclavage. Alors, il n'y a pas d'enfants de moins de 12 ans ici? Pas d'image, pas d'indignation, hein. N'oubliez pas. Ça dit quoi? Oui. Oui? Bien, allez. Ça dit quoi? Ok. Vas-y. Effectivement, les images quand même Sont là. peuvent corroborer, comment dirais-je, Tu peux. je le vois vois pas. Attends. Non, non, c'est pas la peine, je les ai déjà. Vas-y. Donc les images qu'ils vont projeter, ce sont les images qui corroborent nos communications. Vous savez, comme j'étais sur les causes de l'esclavage qui sévit dans le Sahel aujourd'hui. Maintenant, à un certain moment, les jeunes, c'est-à-dire les enfants de ces sociétés qui étaient considérées comme des sociétés d'esclaves, des sociétés des sous-hommes en quelque sorte dans ces communautés. Ces enfants ont eu à faire des grandes écoles, des grandes universités et ils ont commencé à comprendre sérieusement ce qui se passe derrière cet esclavage psychologique. Donc du coup, ils ont commencé à développer des actions, ils ont commencé à faire des campagnes de communication, ils ont commencé à créer des réseaux de sensibilisation. Et cette fois-ci, les jeunes ont commencé vraiment à se dire réellement c'est des choses qui ont été abolies depuis la nuit des temps. Et pourquoi pas notre État n'arrive pas à sévir les auteurs de ce phénomène. Et du coup, plusieurs actions ont été menées. Il y a eu la création des associations locales. Avant qu'il y ait des associations d'abord, il y a eu la création comment dirais-je, des tontines. Il y a eu aussi la création des groupements de même communauté. Donc les gens ont commencé à parler, les gens ont commencé à se réunir à l'extérieur de ces pays du Sahel, c'est-à-dire le Mali, la Mauritanie, parce que c'était à un certain moment, c'était vraiment des sujets qu'on ne pouvait vraiment pas parler publiquement. C'était des sujets comment dirais-je, qui touchaient la sensibilité des acteurs politiques. Parce que à un certain moment, parce que le phénomène de l'esclavage, ce sont des phénomènes qui sont les phénomènes qui sont soutenus par les autorités coutumières, c'est-à-dire tout ce qui est chef de village, chefferie traditionnelle, l'imam. Donc du coup, quand on te confiait des tâches, une fois que tu refuses de te soumettre à ce statut d'esclavage, tu n'as pas accès au centre de santé du village, tu n'as pas accès à l'école du village et tu n'as pas accès au cimetière du village. Donc ce sont des phénomènes qui ont commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à il y a eu des affrontements. Le premier affrontement qui s'est passé au Mali, mon camarade va vous parler un peu de la Mauritanie aussi, qui avait vraiment, comment dirais-je, qui était un esclavage plus dur que le Mali. Et maintenant le Mali aussi, là où nous sommes, nous avons au moins 12 personnes qui ont été assassinées de 2018 à maintenant. Au moins des centaines de blessés, plus de 3000 personnes qui sont déplacées en interne du Mali. Donc je ne dirais pas les gens qui ont été poussés vers la migration, c'est-à-dire des gens qui sont venus en France ici. Plus précisément, comment dirais-je, en Montreux, nous avons une communauté de Maliens qui est vraiment, vraiment ancrée dans cette culture et qui ont commencé à faire des actions pour limiter ce qui se passe. Et maintenant, nos actions qu'on a eu à mener de 2018 à maintenant, parce qu'il faut reconnaître, il y a tout l'ouest du Mali est touché par ce phénomène. Toutes les communautés du Mali, en principe, sont touchées par le phénomène d'esclavage, sauf une seule communauté. Donc, du coup, on a eu à parler, parce qu'il faut reconnaître aussi, le Mali aujourd'hui fait, comment dirais-je, le Mali aujourd'hui est dirigé par des militaire, par un régime militaire. Avant qu'il y ait un régime militaire, il y avait un régime démocratique qui était là. Donc maintenant, ce régime démocratique, c'était un régime qui avait vraiment peur de ces autorités coutumières, qui prônait aussi, comment dire, la reconnaissance des légitimités traditionnelles, qui était là, qui avait vraiment un sentiment de peur, parce que on était censuré. On était censuré. Quand on faisait des articles, on était obligé de publier ces articles par des médias, comment dirais-je,
internationaux ou des médias qui ne sont pas du Mali, on était obligé de faire des articles à l'extérieur du pays, même si on essayait de faire des conférences de presse. Ce sont nos activités qui ne passaient pas soit à la radio, soit à la télévision publique. Donc du coup, on a été censuré au moins 4 ans et 5 ans sur nos actions, sur nos activités. Donc maintenant, force est de reconnaître que ce régime qui est là a fait quand même un effort, parce que ils ont arrêté les gens qui soutiennent ce phénomène, hein, parce qu'il y a la notabilité qui est là. Il y a aussi des familles qui se disent, c'est à eux le village, c'est à eux les destinées du village, c'est à eux les destinées des habitants du village. Donc c'était un phénomène qui était là, et toute personne qui était hors. Je vais vous parler aussi de l'histoire aussi des terres, parce que vous savez aussi, l'histoire aussi des terres aussi joue un rôle très très important dans ce phénomène qui est devenu perpétuel. Donc, c'est-à-dire quand vous refusez de vous soumettre au statut de l'esclavage, on vous retire les terres, on vous chasse du village, au pire on vous tue ou on vous blesse, quelque chose comme ça. Même pas plus tard d'une semaine, on a tué un jeune qui militait dans une association. Parce que vous savez, de 2022 à maintenant, nous avons eu il y a eu plusieurs associations qui se sont créées pour lutter contre ce fléau. Et maintenant, on est quand même content, on est quand même content qu'il y a eu des arrestations. Mais il reste encore des actions politiques. En 2018, nous avons eu à faire un projet de loi, un avant-projet de loi contre l'esclavage qui a été bloqué au niveau de la primature, parce que avec quelqu'un qui était à la primature, qui était un descendant du chef de village, qui était un membre influent du cabinet de la primature de l'époque. Donc du coup, le régime qui est là maintenant, on a fait un nouvel avant-projet de loi qui a quand même passé la première lecture, mais jusqu'à présent c'est dans les coulisses. C'est vrai qu'on est confronté, comment dirais-je, à des volontés politiques qui sont vraiment réelles, hein, qui sont dues, comment dirais-je, comment dirais-je, à la réalité du terrain. Donc du coup, jusqu'à présent, nous on est en train de continuer nos activités, nous sommes en train de continuer nos sensibilisations, nos communications, nos activités d'éducation, parce qu'il faut que les gens soient informés à chaque fois. Il faut que les gens continuent d'être informés, parce que chaque fois qu'il y a un manque d'informations crédibles, cela nous crée des sérieux problèmes. Et donc du coup, on est en train de continuer à œuvrer dans les activités de com pour aider les gens à connaître bien ce qui se passe dans le Sahel, plus précisément dans les pays du Sahel. Bon, maintenant, les conséquences de ce fléau, c'est-à-dire il y a eu des gens qui voulaient se marier, des communautés qui voulaient se marier entre elles, et c'est les chefs de village du pays qui donnent des instructions à si tu te maries avec telle personne, ou bien la fille de telle personne qui est un descendant d'esclaves, et tu ne vas plus retourner dans le village. Et donc, ça a poussé les gens à ne plus repartir au pays, ça a poussé les gens à ne plus investir au pays. Donc, du coup, beaucoup de familles se sont déplacées à cause de ce fléau. Et beaucoup de gens aussi, il y a eu des mariages forcés, il y a aussi eu de l'exploitation sexuelle jusqu'à présent qui continue, parce que les gens qu'on dit esclaves, le chef de village a le droit sur cette personne. Donc, il y a tellement d'atrocités qui se passent dans ces communautés que nous-mêmes, on a du mal à parler de cela. Maintenant, comme je vous ai dit, l'esclavage a vraiment évolué et s'est répandu partout. Maintenant, au Mali, là aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et je vous prie vraiment de vous renseigner davantage sur cette question qui est une question des droits humains, qui est une question qui doit vraiment nous aider à combattre, parce que toute personne qui viole la dignité humaine, c'est ça. Aujourd'hui, le Mali n'a pas de loi spécifique sur la question de l'esclavage. On a fait une relecture du code pénal qui nous a permis d'insérer l'infraction de l'esclavage
dans le code pénal. Et ça, on est dans un avant-projet de loi. Tant qu'il n'y a pas de solution politique, on ne peut pas avancer. Tout ce que nous, on peut faire à notre niveau, c'est de continuer à faire des sensibilisations en faveur des gouvernants, des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des acteurs étatiques, des acteurs, la société civile. Et donc, du coup, c'est dans ça qu'on est en train de se performer. Je ne vais pas être très long parce que je sais qu'il y aura des questions. Je vais passer le micro au modérateur. Merci beaucoup. Si, il va intervenir, mais la logique. Ah, ok. Donc, on voit bien qu'on passe à un nouveau système, puisqu'on était tout à l'heure dans l'esclavage colonial, où on a pris des captifs en Afrique et on les a ramenés pour les exploiter dans le soi-disant nouveau monde aux Amériques. Et là, ce qu'on entend là, ça s'appelle un système de caste. C'est-à-dire qu'il y a des nobles qui dirigent et il y a des ethnies qui sont esclaves de fait, de par leur ethnie et qui restent esclaves. Ils n'ont pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'affranchissement, il n'y a rien du tout. Il faut bien comprendre, hein? Il n'y a pas d'affranchissement, ils sont esclaves. Il a dit, de père en fils, ils restent esclaves. Vas-y. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Diko Hanoun. Je suis le secrétaire général de l'association des Haratim de Mauritanie en Europe qu'on a créée depuis en 2001. Et on est membre actif de la coordination contre l'esclavage SSQL qui regroupe un peu moins d'une trentaine d'ONG européennes, africaines, internationales, on va dire, pour combattre l'esclavage ou en tout cas essayer de nous faire entendre un peu partout. Je remercie notre ami Cachemire qui est là-bas. Je remercie aussi le passé trop présent. Je remercie la CGT qui a l'initiative de cette rencontre. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur, qui nous tient beaucoup, parce que l'esclavage, on en parle très peu. La question de l'esclavage ne mobilise pas assez de public. Et le pire dans tout ça, beaucoup de gens parlent de l'esclavage au passé. Alors que vous avez vu les images qu'on a essayé de s'auto-censurer nous-mêmes, tellement que c'est une horreur. Ce sont des images qui datent d'hier, avant-hier, peut-être même là où nous parlons, il y a un militant qu'on est en train de lyncher parce que tout simplement, il refuse d'être un esclave. Il refuse des coutumes qui les classent parmi le plus bas niveau dans l'échelle humanitaire. Moi, je vais vous parler de la Mauritanie. La Mauritanie, dont la première loi sortie, on va dire, ce n'était même pas une vraie loi, mais c'était un décret. Le premier décret qui est sorti, il est sorti en 1981. Et ce décret donnait droit à l'indemnisation des maîtres à la place des victimes. Et ça, c'est à l'initiative de tout ce qui est élite et le pouvoir, mais aussi, de la communauté internationale qui regardait faire et qui n'a jamais levé le petit doigt. Donc ça, c'est juridiquement la première loi qui est sortie en 1981. 1981, ce n'est pas au passé qu'on peut parler 81. Mais encore mieux, la dernière loi, pour juste améliorer les choses selon les pouvoirs publics, pour criminaliser soi-disant l'esclavage, ça s'est passé en 2015. 2015, 2024, à peine moins de 10 ans. Vous voyez?
Donc, cela veut dire qu'on ne peut pas parler, nous, de l'esclavage au passé. On parle au présent. Et encore, on fait des lois, des fois même des très bonnes lois. Mais le malheur, c'est quoi? Les lois ne sont pas du tout appliquées. Les lois sont mises dans des placards. Les lois servent en prétexte pour aller se vendre une fausse image auprès des bailleurs, auprès des institutions internationales, auprès de la communauté internationale que vous êtes. On est en train de vous, dès que vous parlez, on vous agite des lois en disant que voilà, puisqu'il y a des lois, il n'y a plus rien. En réalité, ces lois ne sont pas appliquées. Et mieux encore, dans toute l'Afrique, tenez-vous bien, dans toute l'Afrique, on a 2 pays qui ont accepté de légiférer sur la question de l'esclavage. C'est la Mauritanie, forcée et contrainte, puisque notre lutte, elle a commencé depuis les années 70. Forcée et contrainte. Et le deuxième pays, c'est le Niger. Tous les autres pays, malgré qu'on nous chante chaque jour la traite négrière, la traite transatlantique, la traite des Blancs, la traite des Chinois, la traite de je ne sais pas quoi, lorsqu'on nous a donné l'indépendance, au lieu d'arrêter sec cette traite, ils ne l'ont pas voulu. Parce que ceux qui ont récupéré le pouvoir, ceux qui ont hérité le pouvoir, c'était des complices de la colonisation des colons. C'était des féodaux. Ce sont ces féodaux qui ont vendu, qui ont toujours exploité des gens comme des esclaves bien avant l'arrivée de la traite négrière, bien avant l'arrivée, même je dirais, de la traite des Arabes. On en parle peu, mais en réalité la traite des Arabes, elle a commencé avant la traite négrière et elle continue de nos jours. Et il n'y a pas un seul pays arabe qui va vous dire que moi j'ai combattu l'esclavage. En tout cas très peu, j'en connais très peu. On me parle de la Tunisie, mais bon, on sait quand même ce qui se passe aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, le plus grand malheur des Africains, ce sont leurs propres dirigeants, qui sont là, qui, pour faire des longs discours, des beaux discours, ils sont très bien. Mais par contre, pour vraiment agir contre le phénomène de l'esclavage, on ne trouve plus personne. Tout à l'heure, j'ai aimé l'intervention de nos prédécesseurs où on a dit que l'esclavage, ce n'est pas une question de couleur. Et c'est absolument vrai. Puisqu'en Afrique, il y a des Noirs qui battent des Noirs, qui tuent des Noirs pour les maintenir dans l'esclavage. Et je peux vous dire que ce sont ces Noirs négriers aujourd'hui qui sont là en Afrique et qui continuent et qui sont très puissants et qui traitent avec le monde occidental et qui traitent avec toutes les institutions internationales et qui sont au pouvoir. Ces Noirs-là n'ont aucun intérêt de voir l'esclavage disparaître. Parce qu'ils ont tout, ils ont tout à gagner. Et la Mauritanie, je reviens un petit peu pour brasser un petit peu historiquement notre lutte. La Mauritanie n'est rien d'autre qu'un État d'apartheid qui est implanté dans le Sahel, dans l'Afrique de l'Ouest, qui est à cheval entre l'Afrique noire, qui devrait être une trait d'union entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Aujourd'hui, la population mauritanienne, on va dire presque 50%, est victime de l'esclavage, direct ou indirect. Les Haratis, la communauté dont je fais partie, nous sommes victimes de l'esclavage arabo-berbère. Par contre, il y a les autres ethnies noires qui ont eux aussi leurs esclaves. Chez les Poulards, on les appelle des Machoubés, des Castés, des Machoubés. Chez les Soninké, ce sont des Komos. Chez les Wolofs, ce sont des Djam. Et chez les Bambara, on n'en a pas vraiment beaucoup, mais je ne sais pas le nom. Mais je pense que Boubacar pourra me dépanner. C'est les Djom. Voilà, c'est les Djom. Donc, chaque ethnie, chaque communauté a ses esclaves. Et c'est comme ça s'organise
les castes. Et c'est comme ça que l'esclavage est devenu héréditaire. On hérite de père en fils ou de la mère à sa descendance, et ça continue comme ça, et on ne peut pas être noble, on ne peut pas avoir la liberté un jour. C'est pratiquement impossible. Et qui dit qu'on ne peut pas être libre, on ne peut pas diriger, on ne peut pas être responsable, on ne peut pas être, quel que soit notre degré d'instruction, on ne peut pas être responsable. Alors, les différents régimes mauritaniens ont toujours interdit les associations abolitionnistes. La première, ou le premier mouvement qui s'est organisé, ça s'appelle El Hor, l'émancipation des esclaves ou la libération des esclaves. Ça a été créé en 1974 par le président de notre ONG qui s'appelle Mohamed Yahya Ould-Siré, docteur Mohamed Yahya Ould-Siré, et qui a édité des livres sur la question. Et c'est très important d'aller lire ces livres. Et l'association SOS Esclaves a été créée en 1995. Elle n'a été reconnue que 10 ans plus tard, en 2005, après d'ultimes luttes. Alors, nous, notre ONG, l'association des Haratim de Mauritanie en Europe, a été créée en 2001 en France. On n'a jamais été reconnu. Et la dernière organisation à être créée et reconnue récemment, c'est IRA Mauritanie, Initiative pour la résurgence des mouvements abolitionnistes, qui est présidée par Biram Dahabed, qui est député, et d'ailleurs qui est en train de briguer la présidence mauritanienne en juin 2024. Donc, toutes ces organisations n'ont été reconnues qu'après des âpres luttes, dont certaines n'ont jamais été reconnues. Surtout le premier mouvement qui a été créé, le mouvement LR, n'a jamais été reconnu. Cela veut dire que la question est plutôt politique. Les hommes qui dirigent nos pays ne sont pas prêts à combattre l'esclavage. Et ils ne seront jamais prêts. Il faudra qu'on s'y mette tous, que ce soit sur le niveau international, c'est vous, les bas peuples, de faire véhiculer les messages vers là-haut, vers les autorités de vos pays, pour dire, attendez, ce crime-là, on ne peut plus l'accepter. Donc, je suis désolé, j'espère que je n'ai pas trop passé le temps. Merci. Donc, après cette intervention quand même qui interroge sur la nature humaine, je laisse la parole à la salle pour savoir si vous avez des questions, puisque vous avez l'occasion directe d'avoir des gens qui vous disent que, puisque je ne sais pas si vous l'avez compris, hein, son statut, il est Haratim, il a un statut d'esclave en Mauritanie. Vous avez devant vous un esclave. Rebonjour, hein, j'ai plus besoin de me présenter. Alors moi je voudrais aussi apporter une petite contribution dans cette intervention parce que quand on parle de l'esclavage en Mauritanie, il faudrait rappeler un peu le contexte de l'histoire parce que on appelle cet esclavage, elle est issue de la traite transsaharienne arabo-musulmane. Donc c'est vrai qu'il faut rappeler, je parle aux intervenants hein, surtout, il faut rappeler que la traite arabo-musulmane a commencé au Xe siècle, puisque c'est les premières révoltes, celle des Anges, qui va marquer qu'il y a déjà des déportations d'Africains vers l'Irak. Et ces déportations vont lancer les premières insurrections dès le Xe siècle. Ce qui va aboutir, après cette invasion arabo-musulmane, à ce qu'elle soit établie en 1222 la charte du Mandé. La charte du Mandé est la première charte qui abolit l'esclavage et dénonce l'esclavage. Toute vie est une vie et toute vie retirée doit être réparée. C'est ce que dit la charte, enfin vous pouvez consulter. Et donc c'est important de rappeler cette époque-là parce que au XIIIe siècle, déjà sur le continent africain,
sur le territoire du Mandin, qui va devenir l'Empire du Mali, l'esclavage est déjà conséquent avant même que le pape Nicolas V, en 1454, décrète que l'esclavage des Africains était autorisé. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, sur le continent africain, s'il y a encore l'esclavage, elle est issue de la traite arabo-musulmane. Alors oui, il y a un combat à mener pour dénoncer cet esclavage moderne, mais pour la dénoncer, il faut vraiment que dans le monde entier, on reconnaisse déjà la traite transatlantique et de l'océan Indien, et aussi la colonisation, parce que pour vous donner la dernière date d'abolition en France de l'esclavage, qu'on appelait le travail forcé, c'est le 11 avril 1946, c'est la loi Houphouët-Boigny. Donc pour dire que en France, nous on abolit pour la dernière fois en 1946, mais par contre, sur le continent africain, la traite arabo-musulmane n'a jamais été dénoncée. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'on en parle très peu. Et donc la Mauritanie, hein, qui a un État qui a été créé par les colons depuis Rome, hein, puisque c'était la conquête des morts, donc ce qu'on appelait les Morescos, c'est ce qui va donner le nom du Maroc. Donc c'est pour dire que si l'esclavage est encore bien établi, c'est bien parce que cette traite arabo-musulmane y persiste, parce qu'ils ont fait des classes, des castes où certaines classes ouvrières doivent être esclaves de leur maître. Donc non, nous on n'est pas d'accord, parce qu'on est des nègres marrons, et c'est important de le rappeler pour que un jour on comprenne la traite transatlantique, elle est issue de la traite arabo-musulmane. Merci. Merci à notre ami pour son témoignage. Juste 2 secondes. Je pense que ceux qui disent que l'esclavage des Arabes a commencé au Xe siècle, ils se sont trompés. Parce que nous, on est les fruits de cet esclavage qui a commencé bien avant. Le Xe siècle, on peut dire peut-être c'est l'islam qu'on a ramené. Mais la traite a bien précédé l'arrivée de l'islam. Le premier contact des Blancs avec les Noirs, c'est des Berbères. Les Arabes sont venus, ils ont déjà écrasé les Berbères avant d'attaquer les Noirs. Donc c'était ça la vraie histoire. Excusez-moi, mais ce que vous avez dit est juste, mais à mon avis, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, parce que les Haratines, c'est un peuple autochtone qui était dans les Sahara et qui est le peuple, on va dire, le premier noir à être en contact avec l'homme blanc, qui a commencé par les Berbères et après les Arabes et après les Européens, etc., etc. Je suis désolé, je ne suis pas un historien. Merci en tout cas. Et bonsoir à tous. Merci pour votre présentation. Tout d'abord, par rapport à l'intervention concernant l'esclavage au Mali, j'étais en train de réfléchir un peu à ce que le Mali vit actuellement avec les États de l'AES et tout ce qui se passe là, pour que ces pays-là ont décidé de se mettre ensemble pour sortir un peu de ce que je peux appeler la domination néocoloniale de la France, pour s'émanciper, essayer d'aller vers une véritable souveraineté. Qu'est-ce que les dirigeants actuels du Mali, que ce soit, c'est un peu militaro-administratif, hein, parce que je pense que Assimi Goïta est donc un peu, avec son système de gouvernement, encadré quand même par les représentations politiques, ce qui est un Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, etc. Enfin, des gens qui mettent les affaires courantes du pays. Donc, qu'est-ce que ces gens-là ont pris comme mesure, justement, par rapport à cet esclavage moderne qui existe actuellement, que vous avez bien décrit au niveau déjà du Mali, ça je parle pour le Mali. Hein. Alors là, le Mali permet d'aller aussi vers le Sénégal, parce que le Sénégal fait partie aussi des pays
sur lequel il y avait la traite d'esclavage, un peu comme ça se passait chez nous aux Antilles, dans les Caraïbes. Et donc, ça a été aboli, parce que c'est dans la même période aussi. Et donc, le Mali, enfin, le Sénégal, je pense que le Sénégal, d'après ce que j'ai entendu, à un certain moment avait décidé plus ou moins de commémorer l'abolition de l'esclavage, un peu comme on le fait ici. Et qu'apparemment, ça s'est resté bloqué depuis combien de temps, ils le font pratiquement plus. Et quand on disait tout à l'heure qu'il n'y avait aucun pays africain, je crois qu'il y avait de législation contre l'esclavage, j'étais quand même étonné de ne pas avoir entendu dire que le Mali avait fait quelque chose dans ce sens. Donc ça m'a un peu surpris. Et donc ça me permet aussi de poser une autre question, à savoir tout ce qui se passe actuellement par rapport à l'immigration. On avait vu dans les informations la quantité de Noirs qui essaient d'arriver que ce soit en Libye, au Maroc, partout. C'est de passage pour pouvoir arriver en Europe. Alors donc, est-ce qu'il y a des organisations, je dirais un peu négrières, modernes, noires, qui sont dans ces filières de passeurs aussi, pour pouvoir malheureusement faire passer leurs compatriotes pour subir des choses terribles dans le désert. On les laisse mourir à petit feu, sans boire, sans manger. Quand ils arrivent en Europe, ils pensent que c'est l'Eldorado. Et bien, ils se rendent compte qu'ils sont maltraités, que c'est parce qu'on leur vendait. Donc tout ça aussi, c'est des sujets aussi qui posent une question. Et dernièrement, dans les pays, on n'a pas parlé par exemple des pays du Maghreb, que ce soit Dubaï, les Émirats, il y a aussi des Noirs qui sont déportés aussi dans ces Émirats et qu'on traite comme que des esclaves aussi, effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quel est le rôle, le comportement de toutes ces filières par rapport à tous ces trafics et tout ça qui déshumanisent encore les Noirs? On a vu une journaliste américaine qui avait parlé d'esclaves qui étaient vendus en Libye, là, il y a 4 ou 5 ans de ça. Donc ça, c'est des problèmes très actuels. Et même si les médias actuellement n'en parlent pas, mais je pense que c'est des choses qui sûrement continuent, quoi. Donc dès lors qu'il y a une actualité, on passe à une actualité et on oublie ce qui se passe, mais qui continue d'une manière aussi féroce. Merci. Je voudrais replacer je crois que... Attendez. Je voulais juste... Attendez. Je voulais compléter. Mais attendez. Je vous dis que je voudrais replacer le débat parce qu'il y a un abus de langage. Il y a déjà 2 personnes qui viennent et qui me parlent de l'esclavage moderne. On n'est pas dans ce qu'ils vous racontent là. On n'est pas dans l'esclavage moderne. On vous parle du 9e siècle, d'avant le 10e siècle, avant le 1er siècle. Ce n'est pas l'esclavage moderne où on fait venir des Philippins, où on peut venir des Ukrainiens. Il vous parle d'un esclavage de caste en Afrique. Actuellement, là. Pour moi, j'ai envie de parler de l'esclavage en France, quand même, où on ne déplace pas des populations, on accueille des populations qui sont en difficulté, qui viennent là, qui viennent soi-disant se réfugier, et que l'on accueille dans des familles où on leur interdit de sortir, où on leur pique tous leurs papiers, et où on les fait travailler pour rien. Je veux parler aussi de ce type d'esclavage qui fait que ces femmes qui sont mises sur le trottoir par des souteneurs en France, ça existe aussi, et c'est bien, effectivement, un apport volontaire. Elles se sont déplacées elles-mêmes, ok, mais est-ce que c'est une bonne solution? Je veux parler aussi de cet esclavage où dans des ateliers, on enferme 40 femmes avec 20 machines à coudre et qu'elles travaillent 12 heures par jour en se relayant. C'est-à-dire les machines tournent 24 heures sur 24. Je veux parler de cet esclavage qui est aussi dans le bâtiment, en France, on le sait, hein, qui fait qu'on emploie des personnes qui sont là, réfugiées, et qui sont soi-disant venues se réfugier dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, qu'on les colle dans des chambres complètement insalubres, et qui travaillent pour quasiment rien, tout juste de quoi survivre. J'aimerais bien qu'on aborde aussi ce côté de l'esclavage, parce qu'il est beaucoup plus actuel, et c'est contre lui qu'on peut lutter. On ne peut pas lutter contre l'histoire. L'histoire, elle est faite, elle est terminée. Merci Luc, c'est pas l'histoire. Non, je ne veux pas lui répondre. Je ne veux pas trop lui répondre. Vas-y, ils n'ont pas compris. Alors,
Merci quand même pour vos contributions qui sont de nature à nous édifier sur ce phénomène, sur l'historique de l'esclavage. Maintenant, par rapport vous voulez poser une question? Vous voulez faire une contribution? Allez-y. Bonjour, vous les compréhensibles. Alors, je voulais tout simplement vous dire une chose. Pour ce qui est du Sénégal, plus particulièrement, dont je suis originaire, il faudra bien nuancer les propos. Il faut bien nuancer les propos. Pour le Sénégal, on ne peut pas parler. On peut parler de caste et on ne peut pas parler d'esclavage. Je m'excuse si j'ai mal compris. C'est comme ça que je le prends. Alors, et pour cela, quand il y a eu des problèmes entre la Mauritanie et le Sénégal, les Haratines dont vous êtes originaire, vous avez quitté votre Mauritanie pour venir vous réfugier au Sénégal. Merci. Merci. Non, attends, je vais lui répondre un peu. Apparemment, il n'a pas suivi mon intervention. Ce qui se passe au Sénégal, j'ai dit, c'est des faits nouveaux, hein. C'est de l'esclavage. Il y a une association qui lutte contre l'esclavage. Je réponds à votre... C'est des castes. Non, mais c'est quoi? Sous les mots, il joue sous les mots. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est la classification sociale, qui est partout d'ailleurs, au Sénégal, au Mali. Je connais une association, il y a 2 associations qui sont au Mali, qui sont au Sénégal, qu'on connaît, qui sont dans la coordination aussi, qui ont eu des victimes, et qui ont eu des terres qui ont été retirées. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de jouer sur des mots, excusez-moi, qui n'ont vraiment pas, qui ont la même signification, et nous, on ne peut pas qualifier. La classification sociale, c'est ce qui révèle de cette nouvelle forme d'esclavage. C'est à moi. Ok. Non. Je vais clarifier. Non, c'est une clarification que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour revenir à ces questions, maintenant, il a parlé de qu'est-ce que le Mali a fait, comment dirais-je, sur cette question. Maintenant, il faut reconnaître que de 2017 à maintenant, le Mali a fait d'énormes efforts. C'est vrai qu'entre 2017 et 2020, on ne pouvait vraiment pas parler de cette situation, on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas faire de conférences de presse, on ne pouvait pas se réunir. On ne pouvait pas visiter des villages pour savoir ce qui se passe réellement dans ces villages touchés par ce fléau-là. Maintenant, avec l'avènement du nouveau régime, qui est un régime militaire, donc en tant que militant des droits humains, que je n'approuve pas, il faut être un peu, honnête envers soi-même. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait sur cette question, parce qu'il faut que je parle uniquement de cette question, parce qu'il y a des questions d'ordre politique, il y a des questions d'ordre économique, il y a aussi des questions de gouvernance. Quand on sait réellement les limites d'un régime militaire. C'est un régime militaire n'a pas assez d'avantages que d'inconvénients. Donc du coup, quand le régime militaire est venu, parce qu'en 2020, il faut reconnaître que c'est l'année noire de ce fléau au Mali. Il y a eu l'attaque à Lali, à 85 km de la ville de Caille, qui a fait 27 blessés et 2 morts. Il y a eu aussi le massacre de Djandjoumé qui a été relayé partout, qui a fait 4 morts et près de 37 blessés. Donc du coup, à la fin de l'année 2020, les militaires, sous l'impulsion du colonel Assimi Goïta, a été vraiment intransigeant sur cette question. Et il a parlé pour une première fois en conseil des ministres, dont les ministres ont été obligés. Il a dit que la question de l'esclavage est une responsabilité de tous les ministères et de tous les départements. Ce n'est pas seulement un seul ministère. Et là, on a eu les échos. Ensuite, le ministre de la Justice a fait une première circulaire. Il a fait une circulaire qu'il a envoyée aux procureurs généraux de traiter les questions, les infractions en lien avec la question de l'esclavage. Ensuite, au début de l'année 2021, le même ministre de la Justice a fait une deuxième circulaire
qui parlait de l'évaluation de la première circulaire. Donc du coup, les gens ont commencé à parler de cette question de l'esclavage. Et en 2022, il y a les gens qui ont commis des assassinats en 2020. Ils ont été arrêtés. Il y avait des chefs de village, il y avait des imams. Il y a eu au moins une trentaine de personnes qui ont été arrêtées. Et là, le ministre de la Justice, ils ont organisé une session spéciale de la cour d'assises. Et cette session spéciale était là pour juger les questions relatives aux infractions découlant du phénomène de l'esclavage. Et il y a eu, comment dirais-je, des gens qui ont été condamnés à des peines de 5 ans, 10 ans, 20 ans et une peine à perpétuité. Donc, dire que qu'est-ce que les autorités militaires présentes ont fait, ils ont fait des efforts. Mais, vous savez, ce qui nous manque, c'est le cadre juridique qui nous manque. Nous n'avons pas de loi. Le Mali a ratifié tous les traités internationaux, sous-régionaux, relatifs aux, comment dirais-je, aux conventions des droits humains. Donc, je ne peux pas trop m'hasarder à parler de ces pactes-là. Donc, du coup, mais on n'a pas de comment dirais-je, de loi, on n'a pas de disposition qui contraignent l'État à appliquer ces traités. C'est ce qui est le problème aujourd'hui. C'est vrai que même si on prend le code pénal malien qui est en vigueur aujourd'hui, on ne parle pas de l'esclavage, mais on a fait une relecture du code pénal où on a inséré la question de l'esclavage, on a inséré les sanctions aux auteurs qui seront reconnus sur ce fléau. Et ce code pénal n'a pas passé pour l'instant d'abord. Donc, on est confronté toujours à des hostilités, c'est-à-dire on est confronté aussi toujours à un manque de volonté de ces mêmes autorités, il faut le reconnaître. Hein. Sur cette question, ils ont fait quelques efforts, mais tant qu'on n'a pas de cadre juridique qui soutient en même temps les défenseurs des droits humains, qui soutient en même temps les défenseurs de ces causes, qui soutient les victimes, qui soutient les familles de ces victimes, qui soutient les organisations qui protègent ces victimes, je pense que chaque fois, on va faire un pas en avant et 100 pas en arrière. Donc, on est d'accord aujourd'hui que le régime militaire en place a fait quelques efforts. Mais jusqu'à présent, le gros des efforts reste à faire. Maintenant, vous avez parlé pourquoi le Sénégal n'organise plus d'activités commémorant les journées d'esclavage. Vous savez, il faut reconnaître aussi le Sénégal et le Mali, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes au niveau de la frontière entre le Sénégal et le Mali, des communautés peules, et ici il y a aussi une grosse communauté soninké qui est au Sénégal, qui est aussi concernée par ce phénomène. Juste une parenthèse, il y a de ces noms, quand on vous dit que vous êtes issu de cette famille, des noms qu'on reconnaît déjà, qu'on dit que bon, ces noms sont des noms ici des familles de caste. Donc on dit esclaves chez nous. Donc à un certain moment, ils ont eu des problèmes aussi avec l'autorité qui était en place. Mais je pense qu'ils sont en train de se réorganiser pour essayer de faire des activités pour parler de ces questions encore. Maintenant, je crois que j'ai répondu pourquoi pas de législation au Mali, c'est une volonté politique, hein, parce que la loi c'est quoi? Qui fait la loi? C'est l'Assemblée, c'est le président, c'est la primature, sinon le président, ils ont parlé en conseil des ministres, et jusqu'à présent, je ne sais pas, la loi n'a pas passé. Bon, maintenant, moi je pense que sur cette question du Mali, je pense que beaucoup de personnes ont compris un peu, mais s'il y a d'autres questions... Je vais compléter mon jeune frère Boubacar Jim par rapport au Sénégal, que vous disiez que c'était un passage. Effectivement, le Sénégal, malheureusement, a été souvent où on regroupait les esclaves pour les envoyer en Europe ou ailleurs, en Amérique. Le malheur, moi, le problème que j'ai avec les autorités sénégalaises, c'est leur hypocrisie. Le Sénégal n'a pas de loi, chers frères. Vous n'avez pas de loi.
ça a été criminalisé symboliquement. C'est tous les phénomènes, en fait, c'est la traite atlantique qui est criminalisée. Mais il n'y a pas de loi spécifiquement qui dit quand vous traitez quelqu'un d'esclave, par exemple en Mauritanie, vous risquez minimum 6 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. C'est comme une loi quand vous volez, il y a une loi qui cadre ça. Le Sénégal, il n'y a pas, malheureusement, une loi proprement dit, il n'y a pas que le Sénégal. Je vous dis, les 54 pays africains, il n'y a que 2 pays qu'on a pu forcer à avoir une législation. Le Mali, où on tue, actuellement là où nous parlons des gens, ça fait 2 ou 3 ans qu'on se bat pour adopter une loi qui va protéger les victimes. On n'arrive pas. Alors, par rapport à l'esclavage et l'immigration, non, c'est pas pareil. Ceux qui se lancent à l'immigration, ce ne sont pas des esclaves qui fuient l'esclavage. Non. C'est des Africains opprimés bien sûr par des régimes ou empêchés de vivre chez eux qui fuient la misère. Et le plus souvent, ce ne sont pas les plus pauvres d'ailleurs qui arrivent à fuir. Ce sont ceux qui ont de l'argent, ceux qui peuvent payer les passeurs, ceux qui ont le pouvoir, les fils de pouvoir, les fils des hommes qui sont bien placés, où on donne des visas, soit des visas étudiants, des visas de touristes, ou s'ils n'arrivent pas à l'obtenir, ils se lancent dans la mer. Et il faut payer. La mer, on ne la prend pas gratuitement. Les embarcations de fortune des morts, c'est payé. Et ça coûte une fortune aussi. Alors, par rapport à toujours cette question de notre frère sénégalais, si ça ne vous gêne pas, ouais, vous êtes d'origine sénégalaise. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a très peu d'années en arrière, Abdoulaye Wade a traité Macky Sall d'esclave. Et je suis, moi les Mauritaniens que vous voyez là, j'étais le seul à hurler sur tous les toits qu'il faut traîner Abdoulaye Wade devant des tribunaux par rapport aux propos. Parce qu'Abdoulaye Wade se disait en panafricain. Moi, je n'ai pas supporté qu'un ex-président de la République traite publiquement un président en exercice d'esclave. Et que si aujourd'hui il y avait encore des marchés d'esclaves au Sénégal qui continuaient, il allait le vendre. J'étais le seul à s'indigner, à me prendre la tête avec des ONG, avec les associations sénégalaises. Mais ils ont dit quoi? Non. Que ça, c'est juste un excès de langage. Le problème, il est là. Il existe. S'il était criminalisé, si c'était en Mauritanie, Abdoulaye Wade allait dormir au moins 6 mois en prison. Voilà la différence entre avoir une loi et rester là à dire oui, la Constitution prend l'égalité. Mais la Constitution, ce n'est pas une loi applicative. C'est juste une référence. Mais attends, les propos d'Abdoulaye Wade étaient purement démagogiques. Et la preuve, c'est que le lendemain même, il a retiré ses propos, il a demandé excuse, il a présenté ses excuses au président. Et c'était dans un cadre purement politique. Ça, je laisse tomber. Mais quand vous parlez, par exemple, de hypocrisie en parlant du Sénégal, moi, je tombe du mur. Pour la bonne et simple raison que vous, quand vous avez été chassé par les Arabes de la Mauritanie, mais vous êtes venu vous réfugier au Sénégal. Et c'est du Sénégal que vous êtes parti dans tous les autres sièges, par exemple, pour venir en Europe ou bien en France. Il y avait même un village que l'on appelle un village de déportés mauritaniens, qui était dans le Sénégal. Aujourd'hui, que vous vous prenez pour dire que le Sénégal n'a pas été reconnaissant. Je vais vous répondre. En fait, je pense que vous confondez 2 périodes. Il y a un temps où l'Afrique de l'Ouest était gouvernée, le gouverneur de l'Afrique de l'Ouest était au Sénégal. Et qu'il y avait des villages qu'on appelait des villages de liberté qui existaient. Ça, c'est ce que d'ailleurs, je posais la question à le professeur qui était là, le chercheur. Il m'a dit qu'il n'a pas de nouvelles là-dessus. C'est-à-dire, au nord, on laissait les esclaves entre les mains de leurs maîtres. Mais par contre, quand les esclaves fuyaient le nord, venaient vers le sud,
de la Mauritanie jusqu'au Sénégal. Le sud de la Mauritanie, ça va jusqu'au Sénégal. Hein. Ces gens-là, les gouverneurs interdisaient aux morts de les pourchasser jusqu'à chez eux là-bas. Vous avez compris? Maintenant, il y a un autre phénomène aussi, ça c'est récent. À mon avis, vous faites allusion à ça. C'est les déportations qui ont eu lieu en 89, 90. Ça, ce n'est pas une histoire d'esclavage, c'est une histoire d'épuration ethnique de poulards. Non, mais quand il de Peul. Attendez, je vais vous expliquer, comme ça on va tous être sur la même longueur d'onde. Voilà, donc j'étais au Sénégal, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous parlons ici. Ça, c'est une autre question. C'est vrai, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide qu'ils ont commencé à faire sur de Peul. Ça n'a pas sa place dans le débat que nous menons ici contre l'esclavage. Le problème que je veux soulever, c'est que quand vous parlez, par exemple, de manque de reconnaissance du Sénégal par rapport à vous, alors là, je m'inscris en faux. Pour la bonne et simple raison que ça ne se passe pas comme ça. Et nous, tu sais, tu es sans savoir que nous, notre premier président, Léopold Sédar Senghor, mais il était un apôtre de la négritude. C'était un grand apôtre de la négritude. Bon, vous allez reprendre le débat pour vous, parce que là, ça devient vis-à-vis et que... Non, mais ça devient très passionnant, hein, tu sais. Non, mais il y a de la passion, puisque lui, il défend le Sénégal, qui, je comprends. En fait, nous... Et des fois, des vérités sont dues à entendre. Merci. Donc, c'est une réalité. Et on le verra sous le débat qui va venir tout à l'heure sur la loi immigration, parce qu'il a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire, il y a eu des études au niveau de l'ONU qui sont faites sur l'aide internationale. Quand on aide des pays africains, ils montent en gamme au niveau de vie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Europe. Hein. Ils immigrent, c'est eux qui émigrent. Les pauvres, ils émigrent dans les pays limitrophes. Ils ne prêtent pas de bateau, ils n'ont pas d'argent pour payer des passeurs. Ils vont dans les pays qui sont à côté d'eux. Ceux qui ont les moyens, on les voit quand ils arrivent ici. Les Syriens qui sont arrivés ici en 2015-2014, la première chose qu'ils demandaient, c'est une borne pour recharger leur iPhone. Donc c'est pour vous montrer, c'est la classe moyenne, c'était des gens cultivés qui avaient un emploi en Syrie. Les pauvres, ils sont allés au Liban, ils sont allés en Irak, ils sont allés dans les pays qui sont à côté d'eux. C'est ça. Non, mais moi je suis très content de cette réaction, hein, parce que on a toujours été confronté à ces genres de réactions. Moi je suis d'accord, parce que dans le combat que nous menons, il faut toujours faire face à des hostilités, hein, il faut toujours faire face vous m'excusez, à des déformations de l'histoire. Parce qu'il y a aussi des gens qui soutiennent ce phénomène, qui ont une version de l'histoire qui est vraiment loin de la vérité, hein, pour vous dire vrai. Bon, nous, on est là pour soutenir les faits qui se sont passés et pour donner, l'histoire, la vraie histoire, les vraies raisons qui ont poussé les gens à continuer dans ce phénomène. Donc, moi, je suis très content, hein, quand je vois un parent sénégalais qui vient dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, l'objectif de notre débat, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Moi, je pense qu'on peut se revoir, on peut continuer à échanger. Vous avez une histoire, vous avez une version, nous aussi on a la vôtre, et nous, on soutient notre version, on continue sur notre version. Maintenant, je pense qu'en tant qu'intellectuel, on est confronté quand même à ces genres d'hostilité. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est ça. Donc, oui, de toute façon, un Mauritanien n'osera jamais dire que lors de douloureux événements, Mauritanien n'osera jamais dire à un Malien ou à un Sénégalais que vous ne nous avez pas ouvert vos frontières lorsqu'il y avait la chasse à hommes. Mais ça c'est récent. Mais quand on parle de l'esclavage, c'est autre chose. Vous voyez, c'est deux sujets différents. C'est pas, voilà, c'est juste ça. Merci en tout cas. Merci. Mais ce qui est quand même intéressant à travers son intervention, c'est que lui, c'est le mot esclavage qu'il ne veut pas entendre. Et il a dit, chez nous, c'est pas de l'esclavage, c'est des castes. Réfléchissez, des castes. Il y a des castes aussi en Inde. Bah, c'est fini. Non, elle veut parler. Elle veut parler? Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Maïmouna, je suis des affaires scolaires. Je suis sénégalaise et également je suis soninké.
Donc, si on parle des systèmes de caste, je pense que je suis très bien placée pour pouvoir en parler et pour répondre. Je suis d'accord avec mon frère sénégalais qui dit que ça n'existe pas au Sénégal. Ça existe, mais différemment. Moi, j'appellerais ça l'organisation. Les images que vous avez montrées, moi, je n'ai pas pu les regarder parce que ça m'a fait très mal. Et heureusement, ce n'est pas arrivé jusqu'au Sénégal. Mon village est juste en face de la Mauritanie. Je suis exactement de Golmi. Donc, je suis en face de la Mauritanie. J'ai beaucoup de familles à la Mauritanie. Et je voudrais faire comprendre les gens, il y a une différence entre organiser une société et du banditisme. Ce qu'on a vu comme image, moi je n'ai pas pu regarder, ce sont des bandits, ce ne sont pas les systèmes de caste. Parce que le système de caste, pour moi, c'est une organisation de la société qui datait depuis très longtemps, qui n'avait pas encore des études. Nous, au Sénégal, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec mon frère. Ça n'existe pas. Ce sont des organisations. Et je suis d'accord avec mon frère. Je vous remercie. Non, mais moi je ne vais pas polémiquer. Je suis très content qu'une femme intervienne dans ce débat. Et surtout une femme sénégalaise qui est aussi une sœur pour nous, Mauritaniens, Maliens. Bon, ce que vous dites là, c'est les mêmes propos que les Maliens tiennent. Hein. Quand vous parlez d'organisation, quand vous partez voir, les images que vous voyez, c'est les enfants du chef de village qui ont fait. Hein. Le chef de village, son fils a été arrêté. Il va du village avec son fils là-dedans. C'est les mêmes propos, c'est-à-dire les mêmes jeux de mots que ces chefs de village utilisent. On parle chez nous de l'ADA, organisation comme vous le dites. C'est-à-dire, à la base, personne ne reconnaît ce phénomène. On parle d'une classification sociale. Le système de caste, même si vous appelez comme un chef de village malien, il va dire non, chez nous, ce n'est pas ça, c'est les histoires de caste. C'est comme ça est né les infractions, les assassinats, les meurtres, les incitations à la haine, les coups de blessures volontaires, les incendies volontaires, comment dire, tout ce qui est infraction découlant du code pénal des délits de droit commun, ça sort de ça. Par exemple, quand tu viens, tu dis que bon, toi là, ton père est esclave, ta mère est esclave, tu ne vas jamais marier ma fille. Mais c'est quoi ça? C'est des incitations à la violence, c'est des incitations à la haine. Ce sont ces mêmes propos que nous, nos gens qui sont au Mali, tiennent. Et même si vous les appelez, ils vont tenir encore. Chez nous, il n'y a pas d'esclavage. Hein? Ils ne vont jamais reconnaître ce phénomène-là. C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis très content quand vous réagissez de la sorte parce que ça va nous permettre de développer davantage sur ce qu'on a fait. D'accord? Merci. Merci madame. Désolé, Imé. Vous me voyez, moi? Je suis Soniké, je suis Hartani, je suis Pen. Je connais très bien ces communautés. Vous savez, un crime contre l'humanité. L'esclavage est un crime contre l'humanité. Ça ne peut pas être des coutumes, ça ne peut pas être considéré comme une culture. C'est pas bon. Quand c'est un crime contre l'humanité, il faut éviter. L'autre problème, on nous dit que c'est une organisation sociale ou sociétale. Très bien. C'est le partage de métiers. Très bien. Mais quand je veux changer de métier, pourquoi vous ne voulez pas? Vous voyez, c'est là où vient le problème. Aujourd'hui, le problème qui se trouve dans les milieux soninké, il y a des gens qu'on a attribués, pour vous parler votre langage, vous avez attribué des métiers, ils n'en veulent plus. Mais vous insistez, vous dites, vous allez y rester. Voilà le problème qui se pose. C'est ça qui est en Mauritanie, au Mali, même ici en France, attention, le phénomène, il est là. Pas seulement dans les foyers. Là où il y a une forte communauté africaine, il y a ce problème des castes qui ressurgit. Même au niveau des mairies, ils refusent de se marier. Vous voyez, donc ce problème-là, on ne peut pas dire tout simplement non, je suis désolé, c'était juste une organisation sociale. Ce n'est plus maintenant une organisation, peut-être avant ça marchait, mais si ça ne marche pas maintenant, passons, c'est tout. En tout cas, merci.
débat là, c'est pas un débat d'hier. Non, je sais. C'était juste pour vous donner la parole. Oui, vous pour vous permettre donner de- la Ouais, c'est parole. quoi là? Oui, c'est bon. On est vraiment content. Voilà. En tout cas, merci de votre présence. hein. Bon, on Ouais, remercie merci nos deux orateurs. Hein. Et vous voyez bien que c'est pas évident hein, de nommer les choses. C'est pas évident. Faut bien comprendre la subtilité. Il a expliqué. Hein. Il n'a pas de promotion sociale, lui, hein, s'il reste en Afrique. Il est dédié à un métier, point barre. Hein. C'est tout. C'est tout. C'est ça qu'on vous explique. Il n'est pas enchaîné, il n'est pas enfermé dans une case. Hein. Au niveau social, il est en bas de l'échelle. Il se marie pas. Il ne peut pas se marier. Ils peuvent s'aimer, mais ils ne peuvent pas se marier. Il ne peut pas diriger. Il ne peut pas diriger. Il ne va pas occuper une administration. Il vient en France, il passe des concours. S'il est français, il n'y a pas de problème. Mais lui, depuis, c'est ancestral. Bien avant la traite transatlantique, et peut-être c'est ça qui a expliqué que quand ils sont venus en Afrique, ils ont pu si facilement avoir des gens vendus. Il faut se poser aussi cette question parce qu'il y avait déjà cette pratique d'esclavage. C'était pas l'esclavage transatlantique où on a pris les gens, mis dans un bateau et parti avec. Mais il faut s'interroger si ce qu'il nous dit, c'est qu'à l'heure de l'informatique, à l'heure des réseaux sociaux, ils veulent plus être dans cette caste. Donc, est-ce qu'on peut leur permettre de changer de caste si vous ne voulez pas dire esclavage? Merci. Merci. Parce que nous sommes des débatteurs. Je tenais vraiment à vous remercier et vraiment bravo et pour ce que vous faites. Parce que j'estime, je ne sais pas si vous... Nous sommes des porte-voix. Continuer à parler à l'extrême, mais quand on est au Mali ou bien au Sénégal, on se cache. C'est normal, c'est la nature qui fait. Bon, maintenant, les victimes se promènent un peu dans leur village parce que le président est un militaire, il a donné des instructions fermes aux procureurs généraux. Mais nous, on ne peut pas parce que nous, on sort devant les caméras, on fait des articles. Aujourd'hui, les ennemis même, c'est les gens qui utilisent des réseaux de communication. Effectivement, à nous, il ne peut pas partir à Mauritanie. Moi aussi, peut-être. Merci. Bon, on va passer